Comme tous les pygmées, Patrick est un chasseur hors pair. Dans la forêt équatoriale congolaise, il se déplace sans carte ni boussole. Avec ses cousins, Patrick vient de lever la piste d'un gibier qui pourrait nourrir toute la famille. Ça, c'est des crottes d'antilope rouge. Elle vient juste de passer. Pour suivre sa piste, on va devoir quitter le sentier des hommes. Il faut qu'on s'enfonce un peu plus dans la forêt. Patrick utilise une technique qu'il travaille depuis l'enfance. Il attire l'antilope en imitant son cri. Mais aujourd'hui, l'animal ne se laissera pas duper. Deuxième tentative des chasseurs. Patrick vient de repérer un singe, le mets favori des pygmées. Mais leur proie s'échappe aussitôt. Ils n'ont même pas eu le temps d'armer leur fusil. Heureusement, les pygmées trouvent toujours dans leur forêt de quoi se nourrir. Quitte à partir aux champignons, ils ne rentreront pas bredouilles. Les pygmées sont l'un des derniers peuples chasseurs-cueilleurs au monde et le plus important en nombre. Entre 250 et 350 000 individus, répartis le long de l'équateur, uniquement sur le continent africain. Leur taille, 1,50 m en moyenne, s'explique par une adaptation morphologique à leur environnement. Plus petits, ils se faufilent aisément dans cette forêt impénétrable. Ils font preuve aussi d'une agilité redoutable pour grimper dans les arbres où ils récoltent du miel. Aujourd'hui, l'exploitation forestière et l'avancée des terres agricoles grignotent leur espace vital. Leur mode de vie est plus que jamais menacé de disparition. C'est une longue marche en famille, comme les pygmées en font toute l'année, d'un campement à l'autre, au gré des activités saisonnières. Ils sont une trentaine, femmes et enfants en tête. Avec un peu trop d'enthousiasme, au goût du patriarche Mbamé. Personne ne connaît cette forêt aussi bien que moi. C'est à moi de marcher devant. Vous croyez qu'on aura à manger ce soir avec le boucan que vous faites? Vous faites fuir tous les animaux. Ça y est, c'est encore Mandela qui a fait trop de bruit et on se fait tous disputer. Ces 2 derniers mois, ils ont vécu de la pêche autour d'un lac. Les réserves en poissons s'amenuisant, ils repartent au cœur de la forêt. Après avoir troqué le produit de leur pêche contre habits et cigarettes, les voici à 3 jours de marche de la première ville, là où le gibier vit en abondance. Ici, tout le monde mangera à sa faim. Les femmes vont aller à la cueillette et nous à la chasse. Ce sont nos ancêtres qui ont trouvé cet endroit et personne d'autre ne peut y venir. Nous, on l'appelle Pembe, la source. À chaque fois, il faut reconstruire les huttes, qu'on appelle mongoulou. Des jeunes pousses d'arbres et des feuilles de marantacée, une plante tropicale, assurent à cet habitat nomade une étanchéité totale. Bien serrés, un couple et 3 à 4 enfants peuvent y dormir en toute intimité. Pour ceux qui ne sont pas en couple, une toiture plus sommaire suffit.
Ma femme est partie rendre visite à sa famille dans un autre campement. Donc je fais un banzo, la hutte réservée aux célibataires. Normalement, c'est le boulot des femmes, mais là, si je veux dormir au sec, c'est à moi de le faire. Pour la nourriture, les pygmées aiment aussi voyager léger. Ils n'en transportent jamais avec eux et trouvent de quoi se sustenter au jour le jour. Je prends de quoi aiguiser la hache. À peine arrivés, les hommes partent à la chasse, sous la conduite d'Mbamé. S'il semble diriger le groupe, il n'en est pas pour autant le chef, notion qui n'existe pas chez les pygmées. Son autorité naturelle, Mbamé la doit à son rôle de Touma, le maître chasseur, un statut obtenu le jour où il a tué son premier éléphant, à la lance. C'est un éléphant, un mâle. Oui, c'est un mâle. On le reconnaît à la taille de l'empreinte. Il est passé hier. Son empreinte est toute fraîche. Il a plu dessus cette nuit. L'espèce est protégée, mais les pygmées sont parfois payés par les trafiquants d'ivoire pour chasser l'éléphant. Il est parti par là. Il est parti vers la clairière. C'est un gros mâle. Il est balèze. Tu as vu la taille du passage qu'il s'est frayé? Cette fois, pas question de le tuer, mais juste d'éviter un face-à-face dangereux. Les maladies et les attaques d'animaux sont les principales causes de mortalité chez les pygmées. Buffles, panthères, gorilles, crocodiles, les espèces redoutables ici ne manquent pas. Avant toute chasse, les pygmées recourent à des rituels censés leur porter chance. C'est le rôle de Mokyo, beau-frère d'Mbamé, et devint guérisseur du groupe. Seule habilité à dialoguer avec les mondes invisibles, il s'adresse à Mbondo, l'esprit de cette plante. Mbondo, dis-nous si nous faisons bonne route. Y a-t-il des dangers devant nous? Attire les antilopes et les singes sur notre route. Mokyo se dit capable de lire dans les mouvements du bâton qu'il manipule les réponses de l'esprit d'Mbondo. C'est bon. L'esprit dit que la route sera bonne. Aucun danger devant nous. Allez, tout le monde debout. Pendant ce temps-là, à la rivière, femmes et enfants font leur toilette quotidienne. Bibouna, la sœur d'Mbamé, s'occupe de sa petite fille, Nadine. Ça, c'est une plante qui s'appelle ndoulou. On s'en sert comme savon. Avec, on lave aussi nos habits ou les marmites. Pour être une belle pygmée, il faut des scarifications. On peut en faire sur le front, sur les joues. Moi, j'en ai sur l'épaule. On appelle ça nzo. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune, avec un morceau de fer. C'est notre façon d'être belle. Il y a aussi les dents taillées. On appelle ça sangué. Ça se fait avec un couteau. On tape tout doucement pour sculpter les dents. Comme les autres pygmées, Nadine ignore son âge. Elle a cédé à cette coquetterie quand ses dents définitives ont poussé. Ça t'a fait mal? Oui. J'ai pas pu manger de la journée. Et je crois que je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et ça te plaît quand même? Oui, moi je trouve ça beau. Et je suis fière d'avoir les mêmes dents taillées que les anciens. Au campement, tous attendent avec impatience le retour des chasseurs. La nuit va tomber et ils n'ont pour l'instant que quelques plantes bouillies à se mettre sous la dent. Jusqu'à ce que rentre Baba. Sur son épaule, 2 singes que les pygmées ont le droit de chasser.
Ils étaient en haut d'un arbre et je les ai eus du premier coup. Je suis vraiment heureux et fier de pouvoir apporter à manger à toute la famille. Baba est d'autant plus fier qu'il vient d'un autre groupe pygmée et passe en ce moment l'épreuve du Bokopé. Avant d'être autorisé à se marier, il doit prouver à sa belle famille qu'il est une bonne recrue. Faut qu'il reste avec nous, lui. C'est important d'avoir un gars comme ça dans la famille. Tout le monde s'est dit, voilà, ça c'est un homme. Il y en a qui n'ont rien ramené aujourd'hui. Heureusement qu'il était là, lui. Cette viande rouge, au goût épicé, sera répartie équitablement entre tous les membres de la famille. C'est une règle d'or chez les pygmées. Personne ne doit s'endormir le ventre vide. Mais ces images d'harmonie avec la nature appartiendront peut-être bientôt au passé. À 12 heures de pirogue, d'autres pygmées vivent déjà une réalité bien différente, victimes du recul de la forêt. Chaque année, des milliers d'hectares de végétation disparaissent au profit des plantations agricoles. Mboloko est pygmée. Il y a quelques années, il vivait dans la forêt. Aujourd'hui, il se retrouve ouvrier agricole pour un Bantou, l'ethnie majoritaire du Congo. Ironie du sort, Mboloko est payé à déboiser son habitat naturel pour cultiver des bananes et du manioc. Nous, les pygmées, on ne s'installe pas n'importe où dans la forêt. On hérite d'un territoire où vivaient nos ancêtres. Mais mon coin à moi a été détruit par les Bantous. Ici, ils se sont accaparés tout ce qui était à nous. Les Bantous mesurent 30 cm de plus que les pygmées. Ils détiennent le pouvoir politique et la richesse économique au Congo. Mboloko, lui, est un citoyen de seconde zone, illettré et sans papier. Le soir, il vient toucher sa paye, 1000 francs CFA, soit 1,50 €. Son patron s'appelle Dominique. Il souhaite conserver son anonymat. Pourquoi t'as ramassé ça? Ben, j'ai voulu bien couper, hein, pour pas que tu crois que c'était un voleur. C'est même pas mûr. T'as bien débroussaillé au moins? Oui, oui. T'es sûr? J'ai débroussaillé tout autour de l'arbre. Tu sais que si tu débroussailles pas bien, les bananiers ne pousseront pas et tu n'auras plus de travail. Non, non, j'ai bien travaillé. Tiens, tu l'as mérité. En réalité, c'est vrai que 1000 francs CFA, c'est insuffisant pour nourrir une famille. Mais comme c'est le tarif fixé par le village, on ne peut pas faire autrement. Qu'ils soient contents ou non, ils sont obligés de prendre. Enfin, ils ne sont pas tant à plaindre que ça. Hein. Dans les villages les plus reculés, on les paye carrément un coup de cigarette. Ce soir-là, Mboloko dépensera la moitié de sa paye en alcool. Un fléau majeur chez les pygmées qui ne vivent plus en forêt. Puis il rentrera chez lui, à la périphérie du village bantou, dans cette maison en torchis qu'il partage avec sa femme, Thérèse, et leurs 3 enfants. J'ai travaillé à la plantation. Je n'ai rien ramené à manger. Tu as préparé quelque chose, toi? J'ai fait cuire un petit bout de poisson, mais il n'y a même pas d'accompagnement. On va encore s'endormir affamés, comme hier, comme avant-hier. Voici ma maison.
C'est ici que dort ma femme avec notre dernier enfant. Et moi, je dors là, avec les deux plus grands. Gabé, réveille-toi. Réveille-toi. Laisse-le. Allez, on mange. On va mettre sa part de côté. Il mangera plus tard. Mboloko et sa femme ne pourraient plus retourner vivre en forêt. Ils n'ont plus de famille là-bas et leurs enfants seraient incapables de s'y adapter. Dans la forêt où j'ai grandi, c'était aussi compliqué pour se nourrir. Les Bantous avaient fait fuir tout le gibier. Alors autant être ici chez eux et chercher des petits boulots pour vivre mieux. Maintenant qu'on a quitté la forêt, il vaut mieux que les enfants aillent à l'école. Ils pourront trouver un boulot et nous aider. Il faut qu'ils apprennent à lire et écrire. Dans la forêt, il n'y a plus rien de bon pour eux. Traditionnellement, les enfants pygmées ne sont pas scolarisés. Mais depuis 2006, des missionnaires catholiques ont bâti une dizaine d'écoles qui leur sont réservées. Ici, à Binganga, dans le nord du Congo, une centaine d'enfants pygmées apprennent à lire et écrire, sous la houlette de Clément Mitterrand, 37 ans, électricien de formation. Tous les matins, ce Bantou commence par diriger la prière, obligatoire avant le début des cours. Le culte catholique, une nouveauté pour les pygmées qui sont à la fois monothéistes, ils croient en un dieu créateur de la forêt, mais aussi animistes. Ils croient en l'esprit de chaque animal, de chaque plante. La paix du Christ. La paix du Christ. Selon Clément Mitterrand, les pygmées doivent également acquérir la conscience citoyenne. Tous les matins, la devise du Congo introduit le cours de lecture. République du Congo. Unité, travail, progrès. République du Congo. Unité, travail, progrès. La phrase qui précise, ça c'est une phrase réelle. Il va à l'école. Entourer le son où? Le son étudié, c'est où? Voilà. Les choses vont changer. Grâce à l'école? Grâce à l'école, parce qu'ils vont lire les lois du pays. Ils seront capables d'être indépendants. Oui, ils seront capables de chasser même les Bantous. Les Bantous sont en train d'exploiter les autochtones. Sur la centaine d'enfants scolarisés ici, un quart est interne. Tous vivent dans l'espoir de vivre un jour sur un pied d'égalité avec les Bantous. Je ne veux pas que mes enfants vivent comme des bêtes dans la forêt. Ici, Dieu nous donne une chance de nous en sortir. En forêt, on est vraiment sale. Ici, au moins, on peut se laver. Et les Bantous ne peuvent plus se moquer de nous. Que vous disent les Bantous? Ils disent qu'on est mal habillés. Comment ça? Ils disent qu'on marche pieds nus et qu'on dort par terre. La tradition pour nous, c'est fini. Ce qu'on veut, c'est aller à l'école pour que les Bantous nous respectent enfin. Le gouvernement congolais souhaite développer la scolarisation des pygmées. Mais comment leur culture orale, qui se transmet de génération en génération, survivra-t-elle si les enfants passent 9 mois de l'année sans leurs parents? Les enfants, on se dépêche de ramasser les ignames et on y va. Dans la famille d'Mbamé, les chasseurs de singes qui vivent au cœur de la forêt, aucun enfant n'est scolarisé. Leur école à eux, c'est celle de la nature. Ce matin, c'est cours de cueillette pour Koumou, avec sa maman. Tiens, approche-toi. Ça, tu vois, c'est du coca.
Prends la liane. Tu peux en ramasser un peu. Regarde bien ces feuilles de coca. Si tu as mal au ventre, tu les mâches. Ou bien tu les fais bouillir et tu les bois en infusion. Tes douleurs disparaîtront. Je te montrerai aussi d'autres feuilles qui te serviront de filtre d'amour. Si tu veux que ton mari ne regarde pas d'autres femmes, tu mets ces plantes dans sa nourriture. Tu as bien retenu, il y a des plantes qui t'aideront dans ton mariage. L'apprentissage de Kumu est loin d'être fini. Il lui faudra des années pour discerner dans cette immensité ce qui peut la sauver, comme cette liane à eau, de ce qui est dangereux. Tiens, voilà du moupangu. Faut pas le manger. Pas manger. Ça sert à empoisonner les flèches pour tuer les singes. D'accord, pour tuer les singes. Les pygmées sont face à un choix cornélien. S'enfoncer dans la jungle et tourner le dos au reste du monde, ou affronter les défis de la modernité, au risque de perdre leur savoir ancestral de peuple de la forêt. Dans la mer des Célèbres, Solbin est une légende, un homme-poisson capable de rester 4 minutes sous l'eau, à plus de 20 mètres de profondeur. Un exploit qu'il accomplit plusieurs fois par jour pour nourrir sa famille. Sulbin fait partie des Badjo, un peuple nomade qu'on surnomme les gitans de la mer. Normalement, c'est pas le genre de poisson qu'on mange, mais c'est comestible. Je suis pas mécontent, j'ai réussi à attraper quelque chose. Je vais le ramener à la maison et ma femme va le cuisiner. Au moins aujourd'hui, on a de quoi manger. Les Badjo sillonneraient les mers d'Asie depuis plus de 3000 ans. Un peuple libre, sans nationalité, sans frontières. Mais avec sa propre langue et sa propre religion. Un mélange d'islam et de culte des morts. La légende raconte qu'un tsunami aurait ravagé les côtes où vivaient leurs ancêtres. Les survivants auraient décidé qu'il était plus sûr d'habiter sur l'océan que sur Terre. Depuis, ils naviguent entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Aujourd'hui, ils ne seraient plus que quelques milliers. Leur mode de vie est menacé. Comme ses parents, comme tous ses ancêtres, Limarissa vit sur son bateau. Elle y habite avec Marikita, son époux, leur fille et le dernier de ses petits-fils. Pas de couchette, pas de cuisine. Le confort est spartiate. Mais elle est ici chez elle. Naviguer où on veut et jeter l'ancre où on veut. C'est ça notre mode de vie. On n'a pas besoin de maison. On vit, on donne naissance sur nos bateaux. C'est ici qu'on est heureux. Une existence entièrement tournée vers la quête du poisson.
Ce jour-là, Godo et Rundu, les deux fils de Limarissa, sont venus donner un coup de main pour relever le filet de pêche accroché à cette bouée. C'est leur seul moyen de se nourrir et de gagner un peu d'argent grâce à la vente du poisson. Sous le regard inquiet de Limarissa, les mailles défilent, désespérément vides. Jusqu'à ce que remonte des profondeurs l'un des poissons qu'ils pêchent le plus fréquemment, une raie. Pourquoi il est abîmé comme ça, le poisson? Ils ont été mangés par une murène. Et vous allez pouvoir les vendre quand même? Oui, mais pas cher. 1 ringgit et encore. Allez, 2 ringgit pour la plus grosse. Là, on ne couvre même pas nos frais d'essence. 2 ringgit, soit 50 centimes d'euros. Comme en Atlantique ou en Méditerranée, la pêche industrielle en Asie a bouleversé l'écosystème marin. Le poisson se fait rare. Et les premières victimes, ce sont les badgeos. En plus des 3 raies, Limarissa et ses fils ne pêcheront qu'un poisson perroquet. À peine de quoi manger. Quand j'étais petite, il suffisait d'attendre la marée basse. On n'avait qu'à se baisser pour cueillir toutes sortes de fruits de mer. On les vendait au marché, ça nous faisait de l'argent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le bébé, on peut encore l'allaiter, mais ça ne suffit pas. Quand il pleure parce qu'il a faim, on peut juste essayer de le réconforter. Moins de poissons, donc moins d'argent. Combien de temps Limarissa pourra-t-elle encore entretenir son bateau? Ce vieux moteur diesel récupéré sur une carcasse de camion. Rundu, son fils, lui, a déjà perdu sa maison flottante. Il n'avait plus les moyens de la réparer. Depuis 2 ans, il habite ce village. Comme lui, des centaines de familles badgeos sont devenues trop pauvres pour entretenir leurs embarcations. Elles se sont échouées ici, dans ce bidonville sur pilotis. Sans électricité, ni eau courante. Aucun badjo ne sait lire. Ils n'ont pas de calendrier, pas de livre d'histoire. Leur culture se transmet oralement. Pas d'école non plus. Les enfants grandissent dans l'eau. Rundu, le fils de Limarissa, a 3 enfants. Il vit dans cette maison avec sa femme, Noraha. Comme toutes les jeunes femmes badjo, elle utilise de la pâte de riz mélangée à des feuilles de tapioca pour se protéger du soleil durant les longues navigations. Même si aujourd'hui, elle est plus femme au foyer que nomade. Depuis qu'on n'a plus de bateau, on est coincé ici. On ne peut aller nulle part. Je n'ai qu'une hâte, qu'on en rachète un et qu'on reparte le plus vite possible. Aujourd'hui, les bateaux coûtent 2 fois plus cher qu'avant. Comment ça se fait? Avant, on coupait nous-mêmes le bois des îles. Aujourd'hui, c'est très contrôlé. Du coup, un bateau coûte au moins 12 000 ringgit. Et ça, c'est sans compter le moteur. 12 000 ringgit, 2 500 €. À ce prix-là, Rundu risque de rester à quai bien longtemps. En attendant, sa priorité est de nourrir ses enfants. Depuis 1 semaine, ils n'ont mangé que du riz. C'est leur premier poisson. Face à cette pénurie, ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les pêcheurs les plus intrépides. Sulbin le plongeur initie son beau-frère Ilang au rudiment d'une pêche qui peut rapporter gros, celle aux crustacés. La langouste, mais aussi la crevette menthe. Il doit y en avoir plein ici.
Eh, mais oublie pas que je peux pas plonger aussi profond que toi, moi. Première étape, repérer un petit trou dans le sable. C'est là que nichent les crevettes mantes. Puis plonger pour les capturer. Mais dans ce domaine, tous les badgeos ne valent pas Sulbin. Ah, il arrive même pas à atteindre le fond. C'est pas gagné, hein. J'ai vu une raie. Allez, laisse tomber, remonte à bord. Je vais m'en occuper. Sulbin utilise une paire de lunettes artisanales en bois et en verre recyclé, ainsi qu'un piège fait maison. Un piège qui fonctionne comme un collet. Le bâton s'enfonce. La crevette est passée dans le nœud coulant. Le piège a fonctionné. C'est beaucoup plus intéressant à vendre que du poisson. Si tu sais y faire, en une journée, tu peux en attraper 15 et gagner 240 ringgit. 50 €. De quoi acheter 70 litres de carburant. Tu peux mettre le moteur qu'on avance? L'équivalent de 2 mois de pêche sur ce petit bateau. Sauf qu'aujourd'hui, le courant est trop fort et l'eau un peu trouble. Sulbin et son beau-frère n'en attraperont qu'une seule. Je sais où je pourrais en trouver plus. Juste à côté, à Sipadan. Mais on n'a plus le droit d'y aller. Sipadan, un récif corallien devenu un site de plongée qui attire les touristes venus du monde entier. Si Sulbin n'a plus le droit d'y pêcher, c'est que depuis 2004, le gouvernement malaisien en a fait un parc marin. La pêche y est interdite. Sipadan est devenu un sanctuaire pour les poissons et les animaux marins. Même les plongées y sont strictement réglementées. Pour loger ces milliers de touristes, des complexes hôteliers ont été bâtis sur l'île la plus proche, Mabul Island. De luxueux bungalows qui contrastent avec la pauvreté d'un village badjo installé ici depuis toujours. Deux mondes séparés par ce ponton qui cohabitent sans jamais se rencontrer. Badjo d'un côté, touriste de l'autre. C'est sur cette île qu'a grandi Sulbin, après que ses parents ont perdu leur bateau. Vas-y, mets la crevette dans le panier. Il vit dans cette cabane, une pièce unique qu'il partage avec ses 3 enfants et son épouse. Si le tourisme est devenu une ressource vitale pour l'économie malaise, les badjos n'en profitent pas. Je suis sûr que les hôtels aimeraient bien nous embaucher. Et nous aussi, on aimerait bien y travailler. Mais on n'a pas de papier. Donc du coup, c'est illégal. S'ils n'ont pas de papier, c'est qu'ils n'ont pas été déclarés à leur naissance. Les badjos ont peur de se signaler aux autorités, car ils craignent d'être expulsés. Pourtant, gagner de l'argent en travaillant, les habitants de ce village en auraient bien besoin. Le médecin ne passe que 4 fois par an. Les mauvaises conditions d'hygiène favorisent la prolifération de microbes et parasites en tout genre. Depuis plusieurs semaines, la maison de Sulbin
résonnent des pleurs de son bébé. Ibin, né il y a à peu près 1 an, souffre de plaques rouges qui le démangent en permanence. Anora, sa maman, ne sait pas vraiment ce qu'il a. Le docteur a dit qu'il avait de fortes fièvres. Il nous a donné des antibiotiques et des vitamines. Ça nous a coûté toutes nos économies. Pourquoi vous ne l'emmenez pas à l'hôpital? Pour aller à l'hôpital, il nous faudrait un bateau et de l'argent. On n'a pas tout ça. En plus, on risque de se faire arrêter par la police car on n'a pas de papier d'identité. On n'a plus qu'à prier les ancêtres et espérer que le petit guérisse. Sans papier, le petit Ibin ne peut bénéficier de soins gratuits, comme les autres citoyens malais. Sur les 9 enfants qu'Anora a mis au monde, 6 ont déjà été emportés par la maladie. Les Badjo n'ont fait aucune concession à la modernité. En dehors du moteur qui a remplacé la voile, pas de radio, pas de téléphone portable. Les nouvelles se transmettent par le bouche à oreille. C'est comme ça que Limarissa vient de retrouver la trace de son frère, perdu de vue depuis plusieurs mois. Bon, c'est bien, on arrive pour la marée montante. Il vit dans cette ancienne ferme aquacole, loin de tout. Bienvenue, bienvenue. L'homme en bleu, c'est Pilar, le frère de Limarissa. On est tellement contents de vous voir. Tu vois, c'est ici qu'on habite maintenant. Ah bah t'es bien ici. Comment tu as trouvé cet endroit? C'est le propriétaire qui nous l'a prêté. Au moins maintenant, on sait où te trouver. On va pouvoir venir te rendre visite. Ils sont une trentaine à partager ce refuge avec Pilar. 4 familles qui ne se connaissaient pas auparavant et qui collectent des crustacés pour survivre. Pilar, lui, s'est fait confisquer son bateau lors d'une campagne de pêche au large des côtes indonésiennes. On rentrait d'Indonésie avec Limarissa et Marikita pour vendre notre pêche. J'avais laissé mon bateau et ma famille sur place. Ils continuaient à pêcher. En arrivant au port, on a appris qu'ils avaient été arrêtés. On les a mis en centre de rétention pendant 2 mois. Puis ils ont été expulsés du pays. Mon bateau, lui, je ne l'ai jamais revu. Jadis tolérants, les pays de la région considèrent désormais les Badjo comme des clandestins, les condamnant à une vie précaire, très éloignée de celle que Pilar a connue dans sa jeunesse. Quand j'étais jeune, on naviguait tous en famille. Mon père, mes frères et sœurs, ça faisait 5 bateaux en tout. Quand l'un tombait en panne, les autres le tractaient. Aujourd'hui, la seule richesse de Pilar tient dans ce filet. 2 langoustes pêchées il y a quelques jours. Grâce au bateau de sa sœur, il va pouvoir aller les vendre à terre. Il espère en tirer un bon prix, de quoi acheter suffisamment d'eau et de riz pour plusieurs semaines. Cap sur Sempurna, le plus gros port de pêche de la côte, à 2 heures de navigation. Durant tout le trajet, le fils de Pilar est chargé de renouveler l'eau des langoustes pour les maintenir en vie. En s'approchant des côtes, le risque de se faire contrôler augmente. Pour lutter contre la piraterie et les groupes islamistes venant du sud des Philippines, les patrouilles de police se multiplient. Après 19 heures, c'est couvre-feu, interdit de naviguer. Quand on voyage maintenant, c'est toujours la trouille au ventre. On sait bien que si on se fait contrôler, vu qu'on n'a pas de papier, on risque de se faire arrêter. Et justement, quelques minutes plus tard, surgit un bateau de la police maritime malaisienne.
Très vite à bord, la tension monte. Notre interprète nous demande de baisser la caméra. Nous présentons aux policiers notre laissez-passer délivré par le gouvernement. Suffisant pour mettre fin au contrôle. On a vraiment eu peur. Normalement, quand on n'a pas de papier, la police nous arrête. C'est vraiment parce que vous étiez là qu'ils nous ont laissé partir. Soulagé, mais à la merci d'un nouveau contrôle. Par prudence, Limarissa et Pilar préfèrent jeter l'ancre à bonne distance de la ville, plutôt que de s'amarrer au ponton. Pendant que les hommes partent vendre leurs langoustes, les femmes, elles, ont mis leurs plus belles tenues pour aller à terre vendre leurs poissons séchés. Ah, mais c'est les raies! Mais elles sont abîmées, tu crois que les gens vont en vouloir? En Malaisie, on trouve du poisson séché sur tous les marchés, un ingrédient indispensable pour la soupe. Limarissa espère vendre ses raies aux commerçants du port. Premier contact, infructueux. Je te prends le tout pour 3 ringgits. Tu rigoles, ça vaut plus. Pourquoi il y en a qui sont abîmés? Je sais pas, ça doit être les crabes. On te vend le tout à 50 ringgits. Non. Moi, je t'en offre 2 ringgits la pièce. Allez, 4 ringgits au moins. Non. Et celles abîmées, tu peux les garder. Ok, alors 20 ringgits pour celle-là et 7 ringgits pour celle-là, ok? Ok. L'affaire est entendue pour l'équivalent de 5,50 €. De l'autre côté du port, les hommes sont aussi en pleine négociation. Leurs 2 langoustes pèsent en tout 1,7 kg. Alors combien ça nous fait? 240 le kilo, non? Non, le prix n'a pas changé. Les prix ont pas augmenté un petit peu? Allez, il serait temps de monter un peu les prix. C'est vrai que les prix ont pas augmenté depuis longtemps. Tu peux faire un geste. Allez, s'il te plaît, un petit effort. Je vous dois en tout 280 ringgits. Allez, on arrondit à 300, si ça peut vous faire revenir. Soit 60 €. Si le vendeur fait preuve d'autant de bienveillance, c'est que lui-même est un badjo qui a choisi de se sédentariser. Ça fait longtemps que je suis installé ici. Et je m'y sens bien. Mon business est florissant. Comparé à la vie en mer, c'est quand même plus confortable. Ça ne tangue pas en permanence. Et surtout, on mange à notre faim. Limarissa, elle, a gagné 10 € et n'a qu'une envie, partir d'ici le plus vite possible avant de se faire contrôler. Selon les derniers recensements, il resterait moins de 5000 badjos en Malaisie et la plupart d'entre eux ont dû renoncer à vivre sur l'eau.